Merci beaucoup de l'invitation. Merci d'être venu dans cette formation. On a à peu près 1 heure devant nous jusqu'à 11h45, donc 1 heure et 5 minutes. Je vous invite à m'interrompre, à poser des questions si vous voulez des éclaircissements. Essentiellement, ma présentation, ça va être l'état de l'énergie au Québec. C'est un document qui est public, qu'on publie sur le site de la chaire énergie.hec.ca. C'est un document d'une 40aine de pages. C'est la 2e édition qu'on fait et qu'on réalise essentiellement à partir du constat que j'ai réalisé ces dernières années en tant que chercheur dans le secteur de l'énergie. J'utilise évidemment des données sur le secteur de l'énergie, puis là j'allais à Statistique Canada chercher des données, j'allais sur au ministère de l'énergie et des ressources naturelles chercher des données. Sur le site d'Hydro-Québec, j'essayais de trouver des données, je n'en trouvais que peu. Et alors, je me disais, mais elles sont partout les données, mais il n'y a pas de document. En fait, il n'y a plus de document qui fait une synthèse et qui donne une perspective sur l'état de l'énergie au Québec. Donc, les gouvernements se sont désengagés. Le gouvernement du Québec, jusqu'en 2004, publiait un document, l'état de l'énergie, qui ne s'appelait pas l'état de l'énergie au Québec, mais qui faisait un bilan énergétique du Québec. Ça a disparu. Le gouvernement fédéral, encore une fois, c'est éparpillé, puis les données, la plupart du temps, elles sont dans un état de décrépitude avancé, et avec une mise à jour très laborieuse qui se fait. Donc, il y a peut-être un certain espoir qui va renaître que les données vont être mieux organisées, mais ceux qui s'intéressent à l'énergie éolienne devraient savoir que les données de Statistique Canada sur la production éolienne des provinces n'ont aucun sens. Elles sont sorties de sondages désuets, et c'est problématique. Donc, l'idée pour le Québec, c'était d'essayer de faire un document qui permette d'avoir une idée la plus claire possible, la mieux structurée possible de l'état de l'énergie au Québec. Pourquoi? Parce que nous pensons à la chaire que c'est important, c'est un secteur important, surtout quand on sait les défis environnementaux auxquels on fait face. Eh bien, on va particulièrement aujourd'hui dans la présentation se rendre compte de l'ampleur du défi qui nous reste. Si on ne sait pas d'où on part, ça va être difficile d'avoir un plan et d'atteindre l'objectif qui est visé. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, on sait qu'on a des objectifs qui sont visés pour 2020, pour 2030, pour 2050. Pour 2020, ils sont très contraignants et donc je vais illustrer un petit peu cette année, dans ma présentation comment ces objectifs vont nous contraindre. Je vais parler de la nouvelle politique énergétique. En fait, je vais en parler. La seule chose qu'on sait sur la nouvelle politique énergétique, c'est que, elle n'est pas annoncée. 2, qu'il n'y aura pas de pétrole à Anticosti parce que M. Couillard ne veut pas qu'il y en ait. Mais au-delà de ça, on ne sait pas grand-chose sur la nouvelle politique énergétique. Mais je vais vous donner mes souhaits en fin de présentation. Donc une petite rétrospective, je vais essentiellement suivre la structure du document. Donc encore une fois, je ne vais pas présenter tout le document, il y a beaucoup de choses. Je suis capable de parler pendant 1 heure et 5, voire plus. Donc, et je remercie d'ailleurs, je vois des visages qui ont déjà entendu la présentation. Je m'excuse à l'avance, tout n'est pas entièrement neuf, mais il y a quand même certains éléments que j'ai ajoutés par rapport à des présentations antérieures. Donc on va passer à travers ça. En gros, le plus gros morceau, c'est le système énergétique du Québec, qui peut se résumer en une image dont on est fier et qui, à mon avis, synthétise très bien le secteur de l'énergie. Mais ça va être le point 2 va être le plus gros morceau de notre présentation. Si on parle de 2015, la rétrospective, je pense que en 2014, je pensais que le 1er janvier 2015, il y allait avoir un choc à la pompe, que les consommateurs québécois allaient voir une augmentation de 4 cents le litre, et comme le litre serait à 1,30 $, 1,40 $, tout le monde verrait le prix à payer pour le marché, pour les droits d'émission inclus dans les marchés liés au marché du carbone. Mais comme le prix du pétrole a chuté, le prix à la pompe a chuté, la hausse de quelques cents du prix de l'essence liée aux droits d'émission que les distributeurs d'énergie doivent maintenant acheter sur le marché du carbone et qui refilent de manière indirecte à la pompe, cette hausse-là n'a pas été très visible. Donc il n'y a pas eu encore le choc à la pompe que le marché du carbone va amener. Je suis certain qu'il va l'amener, peut-être en 2017, peut-être en 2018. On va le voir, mais c'est certain que ça coûte de plus en plus cher acheter ces droits d'émission aux enchères, et ça va se refléter à la pompe. Mais c'était une première, puis je veux le souligner,
Parce que le Québec, avec la Californie, nous sommes les deux seules juridictions sur Terre à avoir un marché du carbone qui est aussi inclusif que ça. Tous les secteurs, ou presque, de l'économie sont couverts, sauf l'agriculture et les déchets. Il n'y a pas un autre pays sur Terre, une autre juridiction qui a un marché du carbone aussi contraignant, aussi global. Et c'est quelque chose à souligner. Donc c'est passé inaperçu, les Québécois ne sont pas encore très au courant de ça, mais c'est réel. Au Québec, dans le cas du Québec, ça ne profite même pas aux producteurs d'électricité parce que le prix est réglementé. Donc contrairement à ceux qui vendent, par exemple en Nouvelle-Angleterre, avec un prix du carbone qui augmente, ils peuvent voir un impact comme le prix de l'électricité devrait augmenter. Mais au Québec, ça ne profite même pas à Hydro-Québec, cette hausse à venir du marché du carbone. Ça va être une raison de plus probablement de revoir notre tarification électrique, mais ça c'est pour la suite. Dans quelques événements marquants, le 16 mars en Gaspésie, il y a eu du pétrole qui a été produit de manière assez, encore exploratoire, mais assez claire quand même. Il y a deux compagnies essentiellement qui produisent de manière exploratoire, Junex et Petrolia, qui vont faire des demandes d'exploitation commerciale. Et ça va être des petites quantités, même si c'est commercial, ça risque d'être des petites quantités. C'est quand même important parce que le Québec n'a pas produit de pétrole de son histoire, donc on rentre de façon très modeste. Mais on va rentrer dans le pétrole au Québec dans les années à venir. Changement de direction Hydro-Québec, on le sait, on le voit, je ne vais pas commenter davantage. Le 17 juillet, tout le monde l'a oublié déjà, mais ça a quand même fait un petit peu les manchettes, c'est au milieu de l'été. Il y a une stratégie canadienne de l'énergie, il y a un document qui s'appelle ainsi, qui reste à l'étape de document, mais ça reste une volonté de plusieurs premiers ministres et de plusieurs entre les provinces d'avoir un peu plus de cohérence dans les politiques énergétiques canadiennes. C'est très difficile, comme vous le savez, à concrétiser et à amener, à un niveau plus tangible. Ça reste des intentions. Si on veut faire évoluer les secteurs de l'énergie, il faut qu'on arrive à mieux harmoniser nos réglementations parce que ça va poser des problèmes à long terme. Donc c'était là, ça va revenir à l'agenda périodiquement. Hier, il y a Alison Redford, l'ancienne première ministre de l'énergie, l'ancienne première ministre de l'Alberta qui était à Montréal et qui parlait encore de ça. Et donc, c'est quelque chose qui va revenir et qui, à mon sens, devrait amener un petit peu peut-être de cohérence, d'une plus grande cohérence, souhaitons-le, dans le secteur de l'énergie. Il y a eu le projet Énergie-Est qui causait des problèmes au niveau des distributeurs de gaz, donc il y a eu une entente, des élections fédérales qui amènent un renouveau sur la politique canadienne et sur le secteur de l'énergie et sur les questions climatiques. Donc c'est probablement c'est pour ça qu'on l'a souligné. Et évidemment, à la fin de l'année passée, un COP21 qui annonçait des bonnes choses. Là, vous l'avez probablement vu hier soir, là, les tribunaux américains qui bloquent le Clean Power Plan d'Obama. Ça, c'est une extrêmement mauvaise nouvelle et ça jette un froid. Ceci dit, d'un point de contexte québécois, ça ne devrait pas avoir trop d'impact puisque dans le nord-est américain, les États du nord-est et de New York étaient déjà des États qui sont très avancés dans leur introduction d'énergie renouvelable et leur lutte au changement climatique. Donc le Clean Power Plant n'allait pas avoir d'impact majeur sur ces États-là. Donc d'un point de vue québécois et du nord-est américain, c'est peut-être pas les dégâts sont limités. Ça, c'est l'image qui résume les systèmes énergétiques québécois, le système énergétique québécois. C'est, à mon sens, celle qui résume, si vous deviez vous rappeler d'une seule chose de toute ma présentation, je crois que c'est de cette image-là, c'est la plus-value de notre rapport, c'est un diagramme Sankey, ça s'appelle, qui montre les flux énergétiques, donc l'énergie primaire. Vous voyez à votre gauche toutes les sources d'énergie primaire que nous utilisons au Québec. On a essentiellement deux piliers pour notre approvisionnement énergétique, l'hydroélectricité que vous voyez en haut, une énergie produite au Québec évidemment, et le pétrole qui est le deuxième pilier de notre système énergétique qui est entièrement importé. Évidemment, on a d'autres sources d'énergie primaires qu'on utilise, le gaz naturel qui arrive en troisième lieu. La taille de chacun des spaghettis ou des barres que vous voyez ici est proportionnelle à la quantité d'énergie que représente chacune de ces sources-là et la quantité d'énergie qui est consommée dans les différents secteurs. Donc vous avez le gaz naturel, la biomasse qui est importante au Québec, au Canada. Je reviendrai sur la biomasse parce qu'il y a beaucoup à dire. L'énergie éolienne que vous voyez en haut qui rentre.
et du charbon, enfin, qu'on utilise dans certains secteurs industriels, le ciment essentiellement, parce que c'est utile à la fois comme source de chaleur et pour les procédés de fabrication du ciment. Il y avait l'année passée l'énergie, l'uranium qui était dans cette figure-là, mais l'uranium a disparu avec la fermeture de la centrale Gentilly. Donc ce qu'on voit ici, c'est nos sources d'énergie primaires qu'on transforme. Et au Québec, on est des grands transformateurs d'énergie. On transforme donc la force hydraulique, la force du vent en électricité. Donc vous voyez, la génération d'électricité, c'est en trop petit pour qu'on puisse le lire, mais là c'est la transformation d'électricité. Et on est aussi des très grands transformateurs de pétrole au Québec. On a, même malgré les fermetures de raffineries au fil des ans, il reste qu'on a 2 raffineries au Québec qui font un énorme travail de transformation d'énergie. Et avec une plus-value pour l'économie du Québec, c'est des produits qui sont transformés ici. Dans le contexte du nord-est américain, si vous regardez la Nouvelle-Angleterre, New York, il n'y a aucune raffinerie dans aucun de ces États-là. Il y a évidemment la plus grande raffinerie du Canada, elle est à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Mais après, les raffineries québécoises sont parmi les plus grandes, les plus performantes. On fait aussi évidemment de la transformation de biomasse en différents biocombustibles. Certaines transformations sont très primaires, mais d'autres sont un peu plus avancées. On fait de l'éthanol au Québec, je reviendrai là-dessus. Et évidemment, cette énergie-là, elle est consommée dans globalement 3 secteurs. Et là, je m'excuse, c'est un peu petit. C'est pour vous amener à télécharger le document et à le lire en plus de détails. Mais on a le secteur du bâtiment, le secteur industriel et le secteur du transport. Si on veut voir comment est-ce qu'on consomme l'énergie au Québec, c'est vraiment dans ces 3 secteurs-là. Transport, industrie, bâtiment. Et bâtiment, ça se décline en bâtiments résidentiels et commerciaux. 2 problématiques évidemment qui ne sont pas exactement pareilles, mais qui restent malgré tout une des problématiques de bâtiment. C'est-à-dire dans la gestion d'énergie dans les bâtiments, c'est les enveloppes thermiques. C'est est-ce qu'on gère le chauffage, est-ce qu'on gère nos équipements, quel genre d'efficacité énergétique on fait. Eh bien, on n'en fait pas assez et c'est une problématique en soi. Si on voulait mieux gérer notre énergie au Québec, on irait beaucoup dans le bâtiment et on regarderait dans le transport aussi tous les gains qui sont à réaliser. Il y a évidemment aussi des gains à réaliser en industrie, mais les industries, comme ça représente des coûts d'opération pour eux, en général, elles sont beaucoup plus focusées sur leurs coûts d'opération, on cherche à les diminuer et donc il y a des efforts d'efficacité énergétique qui sont déjà réalisés en industrie, ce qui ne veut pas dire que tout est fait, mais il y en a déjà qui est fait. Et il y a aussi une part non énergétique. Environ 10% du pétrole qu'on utilise est utilisé à des fins non énergétiques. Donc c'est visible sur le diagramme ici. C'est important de s'en rappeler parce qu'on veut sortir du pétrole, oui, mais est-ce qu'on veut sortir des routes asphaltées? Peut-être pas. Est-ce qu'on veut sortir des toits étanches? Peut-être pas. Et les toitures, la plupart des toitures au Québec sont faites à partir de produits pétroliers. Même les membranes élastomères. J'ai fait faire mon toit, un toit blanc à Montréal sur mon duplex. C'est une toile élastomère, mais c'est des produits pétroliers raffinés. Donc il y a jusqu'à un certain point, il faut évidemment, je suis quelqu'un qui souhaite sortir la consommation de pétrole en transport et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il faut atteindre nos objectifs. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une place pour le pétrole pour un grand nombre d'applications, les plastiques, la pétrochimie, les engrais. Il y a des applications qui sont nécessaires et qui sont utiles au-delà de notre inefficacité dans nos systèmes de transport. L'inefficacité dans les systèmes énergétiques, elle est visualisée ici par toute l'énergie perdue. Cette énergie perdue, là, qui est grosso modo égale à l'énergie utile, c'est toutes les pertes énergétiques tout au long de la transformation de nos systèmes, que ce soit au niveau de la transformation, de la production d'électricité ou du raffinage, il y a des pertes, mais après dans la consommation, il y a des pertes énergétiques. Vous savez, nos véhicules à essence sont des moteurs à combustion interne, il y a seulement 20% d'énergie qui nous sert à nous déplacer. 80% d'énergie dans notre voiture, elle est perdue en chaleur, en friction, et donc c'est des moteurs très inefficaces. La voiture électrique va être beaucoup plus efficace en transformation de l'énergie en mobilité, mais évidemment il peut y avoir des pertes en amont selon la manière dont on produit l'électricité. Et une autre manière de voir l'inefficacité en transport, c'est le mix, le cocktail transport qui est utilisé. Avoir plus de voitures par rapport à avoir des autobus ou des trains, ça peut être beaucoup plus inefficace d'une manière générale. Donc il y a d'énormes pertes que vous voyez. En fait, pour chaque
unité d'énergie utile qu'on utilise, il y a une unité d'énergie qui se perd dans le système. Il y a énormément de travail à faire sur l'amélioration de l'efficacité globale de ces systèmes énergétiques. Quand on vise à avoir 80% moins d'émissions de gaz à effet de serre en 2050, c'est pas uniquement au niveau de la substitution, puis je sais qu'il y a ici beaucoup de gens qui dans de l'énergie renouvelable à l'ACPER, mais c'est évident qu'il va falloir augmenter les barres ici d'énergie renouvelable, mais il va aussi falloir diminuer la consommation, diminuer les pertes. Donc atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre, ce n'est pas forcément que mettre plus d'énergie renouvelable, c'est aussi revoir nos modes de consommation, faire de l'efficacité énergétique pour diminuer notre consommation. Je vais en parler. Le Québec, on est 8 millions d'habitants. En Suisse, la Suisse, c'est aussi 8 millions d'habitants. C'est pas un pays qui est particulièrement, où la qualité de vie est particulièrement mauvaise. La Suisse, je pense que vous en conviendrez avec moi, ils utilisent grosso modo la moitié de l'énergie qu'on utilise au Québec, globalement. Et donc par habitant aussi la moitié. Vous allez peut-être me dire oui, mais c'est un moins grand territoire, il y a peut-être moins de chauffage, ils n'ont peut-être pas autant d'industrie autant d'industrie énergivore, et jusqu'à un certain point ces éléments-là sont vrais, mais quand on décortique secteur par secteur, ils sont simplement plus efficaces dans plusieurs des secteurs. Et je vais revenir sur le cas de la Suisse parce qu'il est très intéressant, notamment sur les énergies renouvelables. La disponibilité des énergies... Oh, pardon, oui. Il n'y avait pas de lien entre la biomasse et les bâtiments commerciaux et industriels. Est-ce que c'est parce que c'est négligeable au Québec ou c'est parce que ça n'a pas été... Alors, ici, seulement les flux de plus de 5 pétajoules sont illustrés. La biomasse, en fait, elle est essentiellement utilisée dans l'industrie, on le sait, mais la deuxième, ça c'est basé sur des chiffres du ministère des Énergies et des Ressources naturelles et qui date de 2011. Donc, un des sujets de plainte que j'ai, c'est qu'on ne met plus à jour les données sur la biomasse au Québec, comme si on avait abandonné la documentation des données sur la biomasse, qui est un scandale, surtout quand on sait le rôle que peut jouer la biomasse le rôle que joue aujourd'hui la biomasse au Québec et ce que ça peut jouer au niveau plus grand pour les émissions de gaz à effet de serre, mais ça c'est essentiellement pour le chauffage résidentiel, les cordes de bois qu'on met. Au niveau commercial, dans les bâtiments commerciaux, c'est-à-dire hors industrie, plus l'institutionnel, probablement. Il doit y en avoir un peu, mais c'est marginal, c'est marginal. Je suis sûr que ça existe des projets, des cas de substitution de la vieille chaudière à mazout à la biomasse, mais ça doit rester marginal. Et si c'est après 2011, c'est tout simplement hors des radars du ministère. L'État de l'énergie au Québec, nous, on n'a généré aucune donnée. Là. On a été chercher les données à droite, à gauche. On ne peut pas collecter des données comme Statistique Canada les collecte ou différents organismes peuvent les collecter. On essaye de faire une présentation cohérente des données qui existent. Et je déplore, et je vais le déplorer, le fait qu'on ait un peu délaissé ce secteur des données. On est à une époque où on parle de l'intelligence en temps réel, de l'information en temps réel, et sur ce qui est des informations qui sont simplement annuelles, on ne les a pas. Il y a beaucoup de projets après 2011 dans l'institution. Oui. Ça explique pas. Donc c'est probablement pour ça. Donc là, on voit les quantités d'énergie primaire pour la biomasse. Ça, c'est donc des données de 2011. Pour les autres, c'est des données qui existent un petit peu avant. Donc ça résume, ça vous donne un petit peu l'idée de la disponibilité du pétrole. On avait au Québec en 2013 126 millions de barils de pétrole qui étaient disponibles ici. Il y en a qui ont été raffinés en grande partie. Une faible partie a été réexportée. Le gaz naturel, 8 milliards de mètres cubes sont arrivés au Québec. Il y en a environ 2 milliards qui sont repartis aux États-Unis tout de suite parce qu'on transite, le gaz naturel, vous voyez, des exportations. Quand on dit exportation, c'est simplement du gaz naturel qui passe par le Québec et qui va tout de suite à New York et en Nouvelle-Angleterre. Mais disponible sur le territoire québécois, il en est arrivé 8 milliards de mètres cubes, on en consomme grosso modo 6 milliards. Un peu de charbon, l'hydroélectricité est là. L'éolien, s'il y en a qui ont les chiffres en tête, vous allez voir, wow, c'est beaucoup trop, c'est pas ça du tout qui a été produit. C'est parce que ici on a pris le parti de présenter l'énergie primaire.
Donc c'est en fait ça, le 19 TWh, c'est la force du vent. Et la force du vent, on ne convertit pas tout le vent en électricité. Un peu comme pour l'énergie, si on prend le charbon, si vous avez une unité de charbon, vous allez la convertir seulement en énergie électrique avec selon l'efficacité de votre centrale de 1/3 en général. Et pour les énergies éoliennes, le paramètre qu'on a utilisé qui nous venait de collaborateurs en Alberta, c'est aussi 1/3. Donc en fait, on a produit en 2013 1/3 de cette quantité-là en termes d'électricité, mais en termes de force primaire, de la force du vent, l'énergie primaire, la force du vent, eh bien, on avait cette quantité d'énergie. Pour la biomasse, là, non seulement on n'est pas certain du chiffre, mais je serais bien en peine de vous donner une unité équivalente qui est plus parlante que des pétajoules. Parce que pour la biomasse, on a un secteur extrêmement éclaté qui n'est pas documenté et qui peut représenter différents secteurs. Alors, je profite de justement ce point d'interrogation pour vous présenter ce que la Suisse fait. Donc, je vous ai parlé de la Suisse déjà, mais je pense que la Suisse a un état de l'énergie. Donc, eux, ils ont un document qui s'appelle Statistique globale sur la Suisse de l'énergie en 2014. Donc, premièrement, la Suisse est beaucoup plus à jour. Ils arrivent en 2015 à sortir les données de 2014. Au Québec, on n'a pas les données. Les données les plus récentes du ministère sont pour 2011 et au fédéral, les données de 2014 viennent de sortir en 2016. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est de mentionner que la Suisse parle d'agents énergétiques et évidemment, il y a les agents énergétiques ou qu'on peut appeler des vecteurs énergétiques qui sont connus, les produits pétroliers, le gaz, l'électricité, le charbon, mais ils vont détailler et ils vont donner des statistiques sur un très grand nombre d'énergies renouvelables qui sont extrêmement importantes à comprendre, surtout si vous souhaitez renouveler les systèmes énergétiques. Donc, on va avoir des données statistiques en Suisse sur la chaleur à distance qui provient des ordures et des déchets industriels, la capacité installée, la chaleur produite. On va avoir des statistiques sur le bois, et plus que le bois et le charbon de bois, sur la quantité de granules qui est utilisée et donc l'évolution à travers le temps. L'énergie éolienne, l'énergie solaire, on va avoir des données sur les panneaux, les PV photovoltaïques, mais aussi sur les capteurs solaires, sur la surface de mètres carrés de panneaux qui récupèrent la chaleur solaire et les utilisations. Sur les biogaz, on va avoir des différentes statistiques sur ce qui vient de l'agriculture, les ordures, des eaux usées, la production de biogaz dans ces secteurs-là. Pour les carburants biogènes, ça c'est les Suisses qui l'appellent comme ça, le biodiesel, éthanol, les huiles usées, des statistiques distinctes. Et sur la chaleur ambiante aussi, ils vont avoir des statistiques sur les pompes à chaleur qui sont utilisées. Ce que je veux dire, c'est que c'est le genre de choses qu'il faudrait que le Québec commence à regarder pour documenter, se dire est-ce que le marché est en expansion, est-ce qu'on fait des choses, et ça, il y en a d'autres qui le font. Depuis 1990, ça fait 26 ans que la Suisse a des données là-dessus. Là, on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait au Canada ou en Amérique du Nord qu'est-ce qu'on attend pour avoir des données structurées sur ces éléments-là pour qu'on comprenne que des investisseurs... Moi, je suis HEC, c'est l'aspect commercial qui m'intéresse le plus, c'est que la mise en marché, comprendre la mise en marché, comprendre la réglementation. Pour que des investisseurs investissent, il faut qu'ils sentent qu'il y a un marché, puissent le chiffrer, voir la progression. Évidemment, il faut qu'il y ait des technologies derrière. Il faut mettre tout ça ensemble. Si on n'a pas des données qui décrivent de manière cohérente ce secteur-là, ça va être très difficile de faire des progrès. Quand on regarde les énergies renouvelables, il y a un potentiel énorme. Si on veut faire des progrès là-dedans, il faut qu'il y ait une documentation, il faut que le gouvernement soit derrière. Et le gouvernement semble tout simplement être ailleurs que derrière ce genre de données. C'était ma parenthèse suisse, je ne suis pas suisse, j'ai aucun intérêt en Suisse, je suis simplement tombé sur ce document-là en faisant mon propre document sur l'état de l'énergie au Québec. Là, je me suis dit, waouh! Si j'étais en Suisse, je pourrais faire d'autres choses que mon document. Et je fais aussi d'autres choses que le document que je vous présente. Mais c'est assez fascinant. Il est bilingue, allemand, français. Donc c'est fort intéressant. Arrivons dans le pétrole. Donc le pétrole, il y a eu un chamboulement. Ici, ce graphique, il vous présente l'évolution des importations de pétrole au Québec. Et vous voyez, ce qui s'est passé depuis 2014, c'est les États-Unis qui nous fournissent la majorité du pétrole. Et ça, c'est vraiment lié à l'explosion de la production de gaz de schiste et de pétrole de schiste aux États-Unis. Donc ce pétrole-là, on peut même le savoir d'après les statistiques, il vient essentiellement du Dakota du Nord et du Texas, qui sont les deux grandes régions de production de pétrole, non conventionnel, le Texas conventionnel et non conventionnel. Mais on a nos raffineries
québécoises qui sont essentiellement approvisionnées des États-Unis. Auparavant, c'était plus l'Algérie et une panoplie d'autres pays. Les États-Unis ont pris des grosses parts de marché. Depuis la fin 2015, le portrait a aussi radicalement changé parce que le pipeline 9B, l'oléoduc 9B de Enbridge a vu son flot renversé et donc au lieu d'amener du pétrole brut vers l'ouest, il n'en amenait presque plus, eh bien on importe notre pétrole brut maintenant 300 000 barils par jour de l'ouest canadien jusqu'à Montréal. La raffinerie de Montréal elle fait environ 140 000 barils par jour. Celle de Québec, celle de Lévis, juste à côté, 160 000 barils par jour, pour un total de 400 000 barils par jour de capacité de raffinage au Québec. Nous en consommons environ 355 000 barils par jour. Mais au niveau des importations, là, on a le pipeline qui peut amener 300 000 barils par jour de pétrole de l'Ouest canadien à Montréal. Il reste un 100 000 barils par jour, donc essentiellement Valero à Lévis. La raffinerie, elle continue d'avoir des approvisionnements essentiellement américains, mais éventuellement d'autres parties du monde qui arrivent. Et la navette entre Montréal et Lévis, il y a Valero a des bateaux qui prennent le pétrole de Montréal pour l'amener jusqu'à Lévis pour combler la distance. Qu'est-ce qu'elle produit, ces deux raffineries-là? Essentiellement de l'essence et du diesel, et évidemment une panoplie d'autres produits, notamment de l'asphalte pour les routes. Ça, c'est surtout à Montréal. La raffinerie de Montréal, de Suncor, raffine des produits plus lourds. Ces produits plus lourds sont plus susceptibles d'avoir des bonnes quantités d'asphalte comme résidu, mais l'asphalte québécoise, elle vient en grande partie de Suncor. Le réseau d'oléoducs, vous le voyez, donc ça c'est le pipeline d'Enbridge en jaune, là, il se rend jusqu'à Montréal. Cette section-là ici, à partir du point que j'illumine ici jusqu'à Montréal, qui a été renversé récemment. Ça a fait couler beaucoup d'encre, mais là c'est sûr qu'on va parler beaucoup plus dans les années à venir du projet Énergie Est, qui est en pointillé ici, qui consiste en une conversion de gazoduc en oléoduc pour la portion jusqu'à Montréal. Donc jusqu'à Montréal, il existe déjà un pipeline qui est un gazoduc qui serait transformé en oléoduc, et la construction d'un pipeline entièrement neuf de Montréal jusqu'à Saint-John ou Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Ce pipeline-là, eh bien, il a amené historiquement beaucoup de pétrole aux raffineries de Montréal. Il n'est presque plus utilisé, il va probablement être fermé. Et le pipeline ici dont on parle peu, c'est le pipeline Transnorthern qui exporte les produits raffinés vers l'Ontario. Donc on échange beaucoup de produits pétroliers raffinés, on en exporte, on en importe, mais une grande partie des produits, ils sortent de Montréal et ils vont jusqu'à Ottawa et en Ontario. Je pense que c'est important de montrer ces cartes-là, et notamment le pipeline de Valero, le pipeline Saint-Laurent, qui amène des produits pétroliers raffinés de Lévis jusqu'à Montréal et qui traverse le fleuve. Donc, on a des pipelines qui traversent les cours d'eau au Québec déjà depuis une quarantaine d'années. On a des traversées du Saint-Laurent, de l'Outaouais par ces pipelines-là. On n'en a jamais parlé. Moi, en tant qu'observateur et de commentateur du secteur, je suis toujours étonné qu'on fasse aussi grand cas d'un éventuel nouveau pipeline, parce qu'on a déjà des cours d'eau là, on a déjà des firmes d'ingénierie qui se sont penchées sur ces questions-là, savoir comment faire passer un pipeline sous un cours d'eau de manière sécuritaire. C'est pas une nouveauté. On a aussi beaucoup de transports par bateau. Je l'ai mentionné, entre Montréal et Québec. Ici, on aura de plus en plus de transports par bateau. Ce qu'on aura moins, par contre, c'est des pétroliers qui vont arriver de l'extérieur pour décharger à Québec et décharger à Montréal, puisque dès le mois de décembre, là, on a un approvisionnement que les 3/4 du pétrole raffiné au Québec vont arriver par la ligne 9B. Ici, enfin, arrivent déjà par la ligne 9B. Donc, on aura beaucoup moins de bateaux qui vont faire le chemin jusqu'à Montréal et Québec, mais on aura davantage de navettes entre Montréal et Québec. Ces données-là sur le transport de produits pétroliers et de pétrole brut sur le fleuve Saint-Laurent, elles sont inédites dans le sens que, à part les données pour le port de Montréal, que le port de Montréal rend public, les données de Sept-Îles et Québec ne sont pas rendues publiques par les ports et ne sont pas collectées par les ministères des Transports du Québec ou du Canada. Donc c'est nous qui avons pris le téléphone pour appeler le port de Sept-Îles et le port de Québec, et avec l'appui du ministère des Transports du Québec, ils nous ont donné leurs informations sur les chargements, déchargements de produits pétroliers raffinés. Simplement pour dire, c'est environ, à Montréal, c'est 35 000
millions de barils qui ont été déchargés en 2014. 35 millions de barils, c'est environ un tiers du pétrole qui arrive au Québec. Je veux encore une fois souligner le fait qu'on ne documente pas assez les mouvements pétroliers. Par rail, c'est pire encore, les informations sont pires encore sur les mouvements pétroliers par rail au Québec. Malgré le fait le Québec a été une victime tragique d'un dysfonctionnement ferroviaire pour employer un euphémisme à Lac-Mégantic. Mais malgré le fait qu'il y ait du transport et que ce soit important, que ça puisse avoir des conséquences tragiques, on ne cherche pas à avoir les données. Et donc ces données-là ici, vous ne les trouverez pas ailleurs. On a été les chercher, mais c'est les ports de cette île, les ports de Québec nous les ont donnés avec le support du ministère du Transport du Québec, et qui a d'ailleurs produit la carte pour nous. Mais le ministère du Transport du Québec n'a pas ces données à la disposition du public. Au niveau du gaz naturel, là, vous voyez les pipelines. Ce qu'on a ajouté cette année, donc c'est aussi les sites d'entreposage du gaz naturel et l'usine de liquéfaction de gaz métro. Puis en gaz naturel, il y a quand même des choses qui se passent, notamment du côté renouvelable. Puis ça, c'est des informations qui ne se trouvent pas directement dans le document, mais que j'ai ajouté ce matin dans l'autobus parce que je me suis dit que ça serait intéressant de les partager. Gaz métro, ça c'est le seul projet réel, concret, va tripler sa capacité de liquéfaction de gaz naturel en gaz naturel liquéfié à son usine montréalaise ici. Il va la tripler de 460 à 1380 mètres cubes de gaz naturel liquéfié par jour. Si vous voulez savoir quelle quantité de gaz naturel ça fait, vous multipliez par 600, parce que ça fait 600 fois plus en termes de volume de mètres cubes, parce que une fois que vous liquéfiez le gaz naturel, ça prend 600 fois moins de volume qu'à l'état gazeux. Mais il y a d'autres projets. Vous avez peut-être entendu parler du projet de Sysgaz, qui est un réseau de gaz naturel liquéfié renouvelable. C'est un projet dans la région du Saguenay, qui n'est pas très visible sur la carte là, mais c'est un projet donc, de gaz naturel renouvelable, donc de prendre du gaz de décharge, de liquéfier pour faire un réseau de transport à ce niveau-là. Et là, ultimement, ce qu'ils visent, au moins dans leur communiqué de presse, c'est d'avoir une capacité de liquéfaction de 185 mètres cubes de GNL par jour. Vous avez peut-être entendu parler de Stolt LN Gas, que l'été dernier, ça a été annoncé, même M. Couillard, qui pourtant ne semble plus être un grand fan du gaz naturel, s'est déplacé en personne pour annoncer que le gouvernement accordait le permis et les autorisations à Stolt pour avoir une usine de liquéfaction de 6700 mètres cubes par jour. Est-ce que le marché sera là pour que ça se réalise? Ça, c'est une autre question, mais M. Couillard s'est déplacé pour l'annoncer. Et l'autre projet, qui est un projet d'envergure au Saguenay, qui pourrait voir le jour, une usine de liquéfaction au Saguenay. Il y a déjà un port en eau profonde qui est là, donc c'est ça l'avantage concurrentiel du Saguenay. Il y a aussi un tissu industriel qui est intéressant. 75 000 mètres cubes de liquéfaction par jour, c'est énorme. C'est bien, là vous voyez un peu les ordres de grandeur. C'est évidemment pas pour le Québec, c'est pour l'exportation. Le seul problème, la principale entrave pour ce projet-là, c'est l'approvisionnement en gaz. Là, il faudrait qu'il y ait un pipeline qui aille jusqu'au Saguenay, donc il faudrait construire ce pipeline-là. Pour avoir davantage de gaz naturel. Mais c'est un projet, si vous avez fait Énergie Saguenay sur le web, là vous allez voir plein d'informations fort intéressantes. Là je passe, comme je vous dis, je fais un état de l'énergie au Québec, donc je passe en revue différents secteurs. Là ce que vous avez ici, c'est les infrastructures de transport d'électricité et les infrastructures de production. Pour la plupart, les petits points verts, vous le reconnaîtrez, ce sont les sites éoliens qu'il y avait au Québec en 2014. Les petits points rouges que vous voyez, ce sont les centrales diesel qui sont encore alimentées hors réseau, qui sont donc déconnectées du réseau et qui servent différentes communautés. Et donc là, il y a un potentiel de substitution, mais c'est marginal comme type de production. Et on a nos interconnexions. Je vais revenir. Mon rêve personnel, c'est de faire grandir ces interconnexions. Mon rêve personnel pour le Québec, là c'est très peu personnel, en fait c'est mon rêve pour le Québec. C'est d'avoir des interconnexions bien plus grandes avec nos voisins pour pouvoir alimenter nos voisins en énergie renouvelable, parce qu'on a notre potentiel de croissance en énergie renouvelable assez exceptionnel au Québec, et on a des réseaux et de la capacité de stockage exceptionnelle. Donc, et ça va être, je vous donne mon scoop pour mes souhaits pour la politique énergétique, c'est que le gouvernement prépare le terrain justement pour faire du Québec une plaque tournante de l'énergie renouvelable
dans le nord-est américain, parce que les États ici, qu'on ne voit pas très bien, sont avides d'énergie renouvelable, d'électricité. Ça leur coûte très cher la produire là-bas. On est idéalement placé pour produire, stocker, revendre. En plus, nos voisins ontariens vont rajouter du nucléaire, enfin renouveler leur nucléaire. Donc la nuit, ils ne savent pas quoi faire de leur nucléaire. Si on pouvait en acheter davantage pour le stocker dans nos réservoirs, ça nous permettrait de le revendre à fort prix ailleurs. Donc le Québec peut jouer un rôle exceptionnel dans la décarbonisation du nord-est américain. Il y a des opportunités d'affaires extrêmement intéressantes à faire et en développement éolien justement pour combiner éolien hydro au Québec, mais évidemment ça ne pourra se faire que si on a une vision tournée vers l'externe, tournée vers nos voisins, et évidemment il faut que nos voisins reconnaissent les services environnementaux et les services de livraison d'électricité que le Québec peut fournir. Il y a encore des étapes à franchir, elles commencent à être franchies. Certaines de ces étapes, vous avez vu le Clean Power, j'arrête pas d'oublier son nom parce qu'il y a tellement de Clean Power Plant, le Clean Energy RFP, donc un appel d'offres pour énergie propre du Massachusetts et du Connecticut, sur lequel Hydro-Québec a misé, mais d'autres aussi, Brookfield j'imagine a aussi misé, mais Hydro-Québec a même fait 2 offres concurrentes concurrentes ou complémentaires, en tout cas je n'ai pas étudié le fin fond des choses, mais il y a des possibilités qui sont croissantes pour faire reconnaître l'hydroélectricité. Ce Clean Power Proposal, RFP Clean Power, si le mot clean est utilisé, c'est justement pour sortir un peu de l'ornière renouvelable. Parce qu'aux États-Unis, le mot renouvelable est associé à un ensemble de paramètres techniques qui donnent ou ne donnent pas droit à une reconnaissance des attributs environnementaux. Donc là, déjà, la porte commence à s'ouvrir. Je crois qu'elle va s'ouvrir davantage dans les années à venir. Je crois que le Québec a un rôle à jouer dans le fait qu'il faille faire des pressions pour qu'on reconnaisse l'hydroélectrique pour ses sources renouvelables. Et politiquement, il y a aussi un rôle à jouer. Que M. Couillard joue et a joué et devrait continuer à jouer, à mon sens. Donc la puissance installée au Québec, vous la connaissez, elle est résumée encore une fois ici, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Des chiffres que j'aime bien montrer, parce que Hydro-Québec ne les présente jamais comme ça, ils ne sont jamais présentés comme ça, c'est les importations québécoises à gauche et les exportations québécoises à droite. Là vous voyez où on exporte essentiellement au Vermont, à New York, un petit peu au Canada, Nouveau-Brunswick, Ontario. Et d'où on importe notre électricité? Essentiellement du Labrador. Donc en fait, le Québec est un importateur net d'électricité, puisqu'on reçoit environ 30 TWh d'électricité du Labrador, et on en achète d'Ontario. Pourquoi on en achète d'Ontario? Parce que le soir, la nuit, l'électricité est extrêmement peu chère en Ontario, elle est même à des prix négatifs, donc on en profite à l'occasion, et on achète, on se fait payer à l'occasion. Hydro-Québec se fait payer pour prendre l'électricité ontarienne dont ils ne savent que faire la nuit. Et évidemment, on reçoit beaucoup d'électricité du Labrador, un contrat qui va arriver à échéance en 2041. Et donc, ça va être un petit choc pour les Québécois de réaliser qu'il va falloir payer un peu plus cher en 2041 pour d'électricité. On la paye à partir de 2016 1/5 de cent le kilowattheure, l'électricité du Labrador. Dans une perspective où on veut jouer un rôle régional, c'est... En général, si on veut jouer un rôle régional, c'est bien d'être en bon terme avec ses voisins, mais un voisin avec lequel nous ne sommes pas en particulièrement bon terme, c'est justement Labrador, Terre-Neuve. Vous allez dire, c'est pas le voisin le plus stratégique parce qu'il n'est pas si pertinent, mais malgré tout, c'est un voisin avec lequel on a une relation, et personnellement, je ne serais pas en défaveur d'avoir une meilleure relation avec lui. Les biocarburants ont produit... Oui. Les importations d'Ontario, est-ce que vous croyez qu'éventuellement les aspects reliés au carbone vont suivre l'énergie au Québec? Être attaché à cette énergie-là, Hydro-Québec va devoir le déclarer? Hydro-Québec doit déclarer toutes ses importations dans le marché du carbone. Hydro-Québec doit déclarer les achats d'électricité importée. Le contenu carbone de l'électricité importée est comptabilisé c'est le seul secteur pour lequel on comptabilise les importations, les émissions de gaz à effet de serre liées aux importations. C'est le secteur de l'électricité. Donc Hydro-Québec doit comptabiliser le contenu carbone de l'électricité qu'elle importe. D'Ontario, on va essentiellement importer du nucléaire, donc je ne pense pas que ça pose un problème, mais c'est déjà pris en compte. L'avantage qu'on va avoir en Ontario, c'est que l'Ontario va rentrer dans le marché du carbone probablement en 2017.
notre marché du carbone, ils vont augmenter légèrement leur production au gaz naturel. Donc il se peut que sur le marché de l'électricité ontarien, les prix augmentent marginalement à cause de la production d'électricité au gaz naturel qui aura à payer des crédits carbone. Et là, ça pourrait faire augmenter le prix de l'électricité en Ontario. Oui. Mais concrètement, comment ça se fait? Est-ce que l'ISO donne une certification horaire de la provenance de cette énergie-là? Parce que ce qui est déposé à l'Office de l'énergie, il n'y a aucun aspect Tout à fait. environnemental. Techniquement, je ne le sais pas. Mais c'est sûr que ça se vérifie parce que c'est la même chose en Californie. La Californie, c'est un problème bien plus grand pour la Californie. La Californie importe jusqu'à 1/3 de son électricité et c'est évident que si les centrales au charbon qui amènent l'électricité en Californie les Californiens doivent compter ce bilan carbone. Mais sur la mécanique exacte, je ne la connais pas. Mais elle est réelle, elle est concrète dès maintenant, là. On produit des biocarburants au Québec. Vous avez ce qui est en biodiesel, éthanol. Et puis ça, je me suis dit, il faut le documenter, c'est important. Mais là, on a été à la mitaine chercher ça parce qu'il n'y a aucun endroit où, premièrement, il y a l'association du biodiesel qui, doit parler aux gens de l'éthanol, mais qui ont leur propre association. Et c'est pas facile de trouver les données un peu cohérentes sur ça. La capacité annuelle, c'est environ 220 millions de litres. Le Québec, on consomme environ 13 milliards de litres, donc c'est le 220 millions sur le 13 milliards, ça reste une très petite proportion de notre production. Ça, c'est des biocarburants donc, qui sont en général des substituts presque directs à l'essence et au diesel. En termes de biogaz issus des matières organiques, il y a beaucoup de développement au Québec, donc c'est important à suivre. Encore une fois, les données sont un peu éparpillées, ne sont pas le présentées, donc on a fait un petit tableau synthèse ici. Ultimement, lorsque les projets en cours de réalisation, donc tout ce qui est en bas ici, tous ces projets-là, ils sont en cours de réalisation et je ne prétends pas à l'exhaustivité, ça se peut qu'on en ait oublié certains. On devrait produire environ 20 millions de mètres cubes de gaz naturel renouvelable par année, de biométhane. 20 millions de mètres cubes, on en consomme au Québec 6 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Donc, on a encore du chemin à faire si on veut vraiment... c'est bien, il faut le faire, je crois, amener du biométhane dans nos systèmes, mais ça reste encore une goutte d'eau. Il y a manière d'en faire plus. Il faut réfléchir à tout ça, puis documenter et se dire c'est quoi la meilleure manière de valoriser ce biométhane. Passons au secteur de la consommation maintenant. On a parlé de tous les aspects de production, enfin de tous les aspects. On a parlé de certains aspects de production, évidemment il y en a beaucoup plus, mais le revers de la médaille c'est la consommation. Et là j'ai quelques éléments de consommation à partager avec vous. Comme je le disais, la consommation c'est essentiellement dans le bâtiment, l'industrie et le transport, des usages non énergétiques un petit peu et l'agriculture. Et qu'est-ce qu'on consomme au Québec? Je le disais aussi, des produits pétroliers raffinés, de l'électricité, du gaz naturel, des biocombustibles. Les liquides de gaz naturel, c'est essentiellement le propane, le butane, une petite proportion et un peu de charbon ici. Donc je vais vous parler un petit peu de ces secteurs de consommation parce qu'il y a des problématiques très importantes mais qui étaient très déprimantes que je vais vous montrer. Beaucoup de chiffres ici, mais ne retenez que ces deux chiffres en rouge. La population québécoise entre 1990 et 2012, elle a augmenté de 16%. 16% de plus de Québécois en 22 ans, mais 173% de plus de camions légers en 22 ans. Ces camions légers, c'est les pick-up, les VUS, les camionnettes que nous achetons de plus en plus, que nous aimons de plus en plus. Chaque année, on en a de plus en plus, ce qui veut dire que le taux de motorisation, là, le nombre de véhicules par 100 habitants dans les camions légers, ça c'est uniquement pour les passagers, il a augmenté de 136%. Donc on est, comme en Amérique du Nord, là les Québécois sont en amour avec leurs gros véhicules et c'est la tendance actuelle. La tendance, c'est pas le véhicule électrique, c'est pas les véhicules hybrides. La vraie tendance chez les concessionnaires, c'est les camions légers. C'est à l'occasion, si vous m'entendez parler en mal des véhicules électriques, c'est pas que j'en ai contre les véhicules électriques. Dans les médias, je me suis déjà dit que c'était pas la bonne stratégie, la stratégie d'électrification. Pourquoi c'est pas une bonne stratégie? Parce que
ce qui est préoccupant aujourd'hui, c'est ces camions légers. C'est ça la priorité. Si on veut avoir un système de transport rationnel, si on veut rendre le Québec plus compétitif, si on veut limiter l'endettement des ménages québécois, si on veut réduire notre consommation d'essence, c'est réduire le nombre de camions légers qui va avoir le plus gros impact au niveau du transport des passagers. Au niveau du transport des marchandises, on a aussi des tendances assez consternantes. Là, vous voyez le développement du nombre de voitures, du nombre de véhicules en marchandises. C'est énorme. On fait de plus en plus de transport de marchandises, un taux de croissance qui dépasse véritablement le taux de croissance de la population. Ça a beaucoup d'avantages parce que on a du just-in-time dans la logistique, dans la livraison. Il n'y a pas besoin d'avoir des gros entrepôts de stockage. Mais en termes environnementaux, en termes d'infrastructures routières, en termes de congestion, ça a des coûts. On paye ces coûts-là. Et si on faisait un vrai bilan des avantages et des coûts de nos modes de transport routiers, l'ensemble des coûts par rapport aux avantages que ça apporte, on se rendrait compte que non, ce n'est pas un bon choix de société qu'on fait d'avoir ce type de système de transport routier. Le poids des véhicules est en croissance. Ici, vous avez les véhicules de promenade, ils ont pris 250 kg en 20 ans, même pas 20 ans, 17 ans. Le véhicule moyen québécois a pris 250 kg en termes de masse. Et en termes de camionnage lourd, ici, en vert, vous avez la charge. La charge transportée par les camions lourds, elle a augmenté de 121% en 22 ans. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a pas beaucoup plus de camions. Des camions lourds, il y en a juste 27% de plus. 27% de plus de camions, mais leur charge a augmenté de 121% parce que les camions, ils transportent grosso modo 2 fois plus de charge maintenant qu'il y a 25 ans. Donc vous avez un camionnage lourd qui est en plein essor. Ça, c'est pas pour le bénéfice des routes, c'est pas pour le bénéfice de la congestion, c'est pas pour le bénéfice de grand-chose. Et donc, si on veut avoir une politique énergétique cohérente et atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre, il va falloir repenser notre secteur du transport. Ce graphique-là, on a excavé des données de la Régie de l'énergie pour le produire. Et vous avez ici la consommation, les achats par habitant d'essence et de diesel. Donc, par habitant, par année, à Montréal, les Montréalais achètent en moyenne environ 600 litres d'essence par année. À Québec, ici, Québec, capitale nationale, puis là, il y a un petit, le rond devrait être plus gros. On est à 1100 litres d'essence à Québec par année, par habitant. Et vous voyez sur la côte nord, en Abitibi-Témiscamingue, c'est 1500 litres d'essence achetés dans les essenceries. Ce que la Régie de l'énergie appelle l'essencerie, c'est la station d'essence. Ça n'inclut pas ce que les skidoo vont utiliser, parce que dans skidoo, vous allez avoir un petit poste de ravitaillement, mais ça, c'est pas une essencerie. Donc, vous pouvez rajouter, là, sur la côte nord, il y a plus de skidoo qu'à Montréal. Donc là, vous pouvez rajouter sur la côte nord tout ce qui se fait en hors route et ce qui n'est pas acheté dans les essenceries. Et donc là, vous voyez un petit peu la dynamique, là. C'est bien beau électrifier les voitures à Montréal, mais on est déjà ceux qui consommons le moins d'essence. Alors, la problématique, les 24% des Québécois qui habitent Montréal, les 2 millions de Québécois qui habitent Montréal, sur les 8 millions de Québécois, ils consomment 14% ils achètent 14% des produits pétroliers raffinés dans les stations-service. 9 milliards de litres par année, c'est ce qu'on vend dans les essenceries, 9 milliards de litres, mais il y en a 14% qui se vendent à Montréal. Le reste, c'est vendu ailleurs. Fait que la problématique pour réduire, ça va être quelque chose. Si on ne prend pas conscience de cette problématique régionale-là, on n'a pas compris. Et ce graphique-là, en tout cas, nous l'avons fait et tous les gens qui l'ont vu, qui sont dans le secteur, disent « Ah, mais on n'avait pas conscience de ça, nous non plus ». Donc, important à voir. Dans le bâtiment, le temps file, comme vous voyez, je peux parler beaucoup là. Dans le bâtiment, c'est le chauffage, j'ai juste incité ça, c'est le chauffage qui consomme le plus d'énergie dans le bâtiment. Changer les ampoules, c'est joli, c'est bien, bravo, mais si vous voulez vraiment faire de l'efficacité énergétique, il faut revoir notre gestion du chauffage dans nos bâtiments. À un prix d'électricité de 8 cents le kilowattheure, c'est à peu près impossible de faire des efforts au niveau du chauffage aux Québécois et au commerce québécois. Donc, si vraiment on est sérieux dans nos efforts d'efficacité énergétique, il va falloir s'attaquer aux bâtiments et à la chauffe. C'est probablement des bonnes nouvelles pour tout la chauffage à la biomasse, mais aussi pour la rénovation des enveloppes thermiques, mais ça va demander des changements d'habitude. Je vais un peu sauter sur ces aspects-là parce que j'ai pas beaucoup de temps. On a un potentiel d'efficacité énergétique au Québec, on le sait, et ça, il est chiffré. On a annuellement
il y a 20% de notre consommation qui pourrait être économisée. Ça, c'est des firmes de consultants qui ont engagé par Hydro-Québec, qui ont établi ce potentiel technico-économique d'efficacité énergétique. Et la même chose pour le gaz naturel, c'est une firme de consultants, le nom m'échappe, mais c'est JRV et une autre firme, qui ont fait ces évaluations-là pour le compte de Gaz Métro Hydro-Québec, déposé à la Régie de l'énergie. Vous voyez 30 TWh d'efficacité énergétique réalisable sur un horizon de 5 ans. Mais ça, c'est sur un horizon de 5 ans pour le réaliser, mais après, c'est des économies annuelles. Donc, c'est 30 TWh qu'on pourrait économiser, comme vous voyez, ventilés dans différents secteurs. Le potentiel établi pour 2010. On est en 2016, les prix ont augmenté, la technologie s'est améliorée, donc on a probablement plus que 30 TWh à aller chercher là. Quand je vous parlais de la vision régionale d'exporter des TWh chez nos voisins, je sais que vous préféreriez entendre qu'il faut mettre davantage d'éoliennes et davantage de production d'énergie, de sources de production pour exporter. Je suis en faveur, mais il y a aussi beaucoup de potentiel à réaliser dans l'efficacité au Québec. Si on a fait des ententes avec nos voisins, les deux sont réalisables. On entend vraiment parler de la dimension temporelle quand on parle d'efficacité énergétique. Parce que la nuit, quand les prix sont négatifs en Ontario, quand l'eau est présente, le coût marginal de l'eau n'est pas très élevé, évidemment. Donc, alors, c'est en période de pointe, évidemment, que nous, on ferait la meilleure économie. Oui. Donc, pourquoi on n'entend jamais cette dimension-là? C'est une très bonne question. Et même si Hydro-Québec l'admet qu'on on a un surplus énergétique, mais on est en manque de capacité, je crois, mon interprétation, si on n'entend pas parler de la capacité, c'est parce qu'on a des systèmes énergétiques où les distributeurs d'énergie sont rémunérés selon leurs investissements en infrastructure. Plus la pointe est élevée, plus ils peuvent justifier d'avoir des réseaux qui sont importants, qui se font payer dans nos factures. Donc on a un biais au niveau des distributeurs d'énergie à avoir des pointes élevées, à aimer les pointes élevées, parce que ça permet de justifier des réseaux plus grands qui se font approuver comme des dépenses acceptables par la Régie de l'énergie, qui sont refilés après aux consommateurs, et eux, ils font un rendement garanti sur ça. Donc j'ai l'impression, mon explication de dire pourquoi on ne parle pas assez de capacité, c'est pour ça. Pourquoi Hydro-Québec dépense à peu près, même aujourd'hui, dépense tout son argent sur l'efficacité énergétique et pas l'efficacité, la gestion de la demande, la gestion de la capacité, c'est parce qu'ils ont un biais important à Hydro-Québec Distribution à vouloir, à aimer en fait que la pointe soit élevée, parce que ça permet de justifier des investissements en infrastructure. De leur point de vue, c'est rationnel. Du point de vue d'une gestion d'un système énergétique, c'est aberrant, ça nous coûte cher et c'est certainement pas optimal. Et il y a beaucoup de choses à revoir. Et c'est sûr que la gestion de la capacité va être un enjeu de plus en plus grand et on va faire des progrès là-dessus. Enfin, je le souhaite, mais en tout cas, il y aura de plus en plus de programmes dédiés. Et même Hydro-Québec a un programme de déconnexion de chauffe-eau qu'ils mettent en place. Donc, de chauffe-eau résidentiel, ils ont un programme pilote, mais avec quand même, je pense, 100 000 de mémoire, c'est 100 000 chauffe-eau de foyers québécois qui vont accepter de se faire déconnecter le chauffe-eau sur demande pour pouvoir réduire la demande à la pointe. Mais quand on sait qu'il y a 3 millions de chauffe-eau au Québec, il y a un potentiel, il y a peut-être 3000 mégawatts qu'on pourrait aller chercher si on déconnectait les chauffe-eau à des moments clés. 3000 MW, c'est énorme. S'il y a la pointe, vous pouvez enlever 3000 MW de demande au Québec en déconnectant les chauffe-eau. Votre eau, elle reste chaude dans le chauffe-eau. C'est juste que vous ne chauffez pas votre eau au mauvais moment. Et Hydro-Québec pourrait, ou Hydro-Québec ou n'importe qui d'autre qui voudrait gérer ça, pourrait le gérer. On arrive là-dedans, mais Hydro-Québec est très timide dans le genre de programme qu'ils veulent faire. Donc, c'est à voir. Les gaz à effet de serre, il me reste 10 minutes et on devrait y arriver. Les gaz à effet de serre, vous voyez un peu le bilan des gaz à effet de serre, c'est essentiellement le pétrole. 45 millions de tonnes de nos gaz à effet de serre, c'est le pétrole sur les 83. 12 millions de tonnes viennent du gaz naturel. Et ça, c'est essentiellement nos émissions énergétiques. On a d'autres sources d'émissions non énergétiques qui sont liées à l'agriculture, aux déchets, à des procédés industriels. Quand vous faites de l'aluminium, vous allez émettre des gaz à effet de serre, pas à cause de votre consommation d'énergie, mais à cause du procédé. Et donc, il y a différents procédés industriels, dans le ciment aussi, qui émettent du CO2. Donc, ça, c'est nos bilans. Notre trajectoire ici visée, nous, on est aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on a des données de 2013, les plus récentes, 82,6 millions de tonnes, on est là.
Et il faudrait qu'on atteigne en 2020 71 millions de tonnes. En 2030, pour être moins 37,5% sous 90, il faudrait qu'on soit à 56 millions de tonnes et à 18 millions de tonnes en 90. Vous pourriez croire que là, on est sur la bonne voie. Là, on voit comme une trajectoire qui descend. Le seul problème, c'est que depuis 2010, on est stable. Là. 2010, 2013, depuis 2010, entre 2010, les 4 années 2010, 11, 12 et 13, on est resté au même niveau. La chute qu'on a observée ici, c'est essentiellement la fermeture de Shell et quelques autres, la raffinerie Shell à Montréal, et quelques autres fermetures et améliorations ponctuelles. Donc, on pourrait encore fermer des raffineries et des industries, puis on pourrait encore diminuer de cette manière-là, ce qui ne serait pas souhaitable, ce serait possible. Mais juste fermer des industries, ça ne nous amènerait pas à des réductions là. Donc, on n'est pas du tout sur une trajectoire de consommation qui nous amène à réduire ici. Pour visualiser un peu l'ampleur du défi, j'ai un petit graphique à vous montrer qui est une animation. Là, ce point rouge ici, c'est notre consommation de gaz naturel et de pétrole en 2013. En 2013, on avait ce mix de gaz naturel et de pétrole. Donc on consommait environ 200 pétajoules de gaz naturel. Là, le 248, c'est 248 pétajoules de gaz naturel et 660 pétajoules de produits pétroliers raffinés. PPR, c'est pour des produits pétroliers raffinés. Ça, c'est notre mix. Donc, vous voyez là, le 660, on est environ ici. Ça, c'est les produits pétroliers raffinés. Et en l'horizontale, c'est la quantité de gaz naturel qu'on utilise. Cette consommation-là, elle nous a amené à 58 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Ça, c'est uniquement les gaz à effet de serre liés au pétrole et au gaz naturel. Cette ligne-là, ce que vous voyez, c'est tous les mix de consommation de gaz naturel et de pétrole qu'on aurait pu avoir pour en maintenant constant nos émissions à 58 millions de tonnes. Donc on aurait pu conserver 58 millions de tonnes de gaz à effet de serre en consommant seulement du gaz naturel, 1200 pétajoules de gaz naturel ou un peu plus que 800 pétajoules de pétrole. Le gaz naturel, il y a moins de gaz à effet de serre par unité d'énergie dans le gaz naturel. C'est ça qui nous permet d'avoir plus d'énergie pour la même quantité de gaz à effet de serre. Maintenant, en 2020, il faut qu'on arrive ici. En 2020, il faut qu'on soit sur cette barre-là, ou en dessous évidemment, pour atteindre l'objectif de réduction de gaz à effet de serre. On réduit de 20% par rapport à 90, ça nous amène ici. En 2030, il faut qu'on soit ici, sur cette base-là. Ça donne toutes les combinaisons de consommation possible de pétrole et de gaz naturel pour atteindre l'objectif de 2030. En 2050, il faut qu'on soit dans le petit triangle ici. Il faut qu'on soit dans le petit triangle ici pour qu'on puisse atteindre notre objectif de réduire de 80%. Ça veut dire que les 908 pétajoules qu'on utilise aujourd'hui, mais on ne peut plus les utiliser en 2050. Là, il faut qu'on ait un peu moins que 200 pétajoules de pétrole ou alors 250 pétajoules de gaz naturel. Ça, c'est le genre c'est la quantité de gaz naturel et de pétrole qu'on peut utiliser qui sont compatibles avec nos objectifs. On entend parler beaucoup de substitution du gaz naturel à la place du pétrole. Et là, ce que je vais vous montrer ici, sur le graphique, c'est la dernière chose, c'est cette ligne rouge. Si 60%, 59% du pétrole était remplacé par du gaz naturel d'ici 2020, ben, on arriverait à notre objectif. Parce qu'en substituant du gaz naturel à la place du pétrole, on peut maintenir notre consommation énergétique constante, on aurait la même quantité d'énergie, on aurait moins de pétrole, plus de gaz naturel et on réduirait à 51 millions de tonnes nos gaz à effet de serre. Si on continuait et qu'on remplaçait tout notre pétrole par du gaz naturel, donc les 908 pétajoules qu'on utilisait en 2013, si ces 908 pétajoules étaient approvisionnés par du gaz naturel, ben, on arriverait à 47 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Ça ne nous fait même pas atteindre notre objectif de 2030. La conclusion, c'est que le gaz naturel peut jouer un certain rôle dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais même si on sortait complètement le pétrole, qu'on mettait que du gaz naturel, on n'atteindrait pas notre cible de 2030. La conclusion, c'est qu'il faut absolument réduire notre consommation et substituer avec d'autres produits énergétiques qui sont carboneutres, parce que sinon, on n'arrivera pas à ce genre de réduction. Je vais passer sur ces éléments, je vais terminer là-dessus, sur mes souhaits
dont je vous ai déjà en fait parlé un petit peu parce que le temps file, puis je vais peut-être laisser 3 minutes pour des questions. Mais mes souhaits pour la politique énergétique, c'est que la politique énergétique nous permette d'accorder nos ambitions de gaz à effet de serre avec notre consommation d'énergie. Parce qu'il faut qu'un jour, il va falloir que les gouvernements soient responsables et disent, on a mis des objectifs, ils sont officiels. Dans le cadre du marché du carbone et de 2020, ils sont contraignants. Il faudrait qu'on commence à mettre les programmes en place pour atteindre ces objectifs-là. Et ça va arriver seulement avec plus d'efficacité énergétique. Et là, il faudrait qu'il y ait une gouvernance cohérente en efficacité énergétique. Aujourd'hui, la gouvernance de l'efficacité énergétique, elle n'est pas cohérente. Avec le fonds vert, on a du tout et du n'importe quoi. Régulièrement dans les journaux, et je dois féliciter l'excellent travail, à mon sens, du Journal de Montréal et du Journal de Québec dans le talonnement qu'ils font du gouvernement dans la mauvaise utilisation du fonds vert. Et en transport, il va falloir amorcer une révolution dans nos mœurs, dans les modes de transport et dans les technologies. Aujourd'hui, on entend parler de la révolution dans la technologie, on entend parler d'électrification des transports, de LNG. Soit, c'est très bien, il faut de l'électrification des transports, il faut du gaz naturel en transport, mais la vraie révolution, c'est au niveau des mœurs. On n'a pas besoin d'une voiture personnelle, il y a des voitures qui existent, qui peuvent être partagées. Si vous avez besoin d'une voiture personnelle, absolument, vous pouvez avoir une petite voiture plutôt qu'une grosse voiture. On l'a dit, là, les Québécois veulent des plus grosses voitures. Donc il faut que les mœurs changent, il faut que les modes de transport changent. Il va falloir plus de rails au Canada, au Québec, c'est évident. Le rail consomme 1/5 de l'énergie pour transporter 1 tonne sur 1 kilomètre. 1/5, ça tombe bien, ça tombe à 20% de l'énergie et on veut réduire de 80% nos émissions de gaz à effet de serre. Donc plus de rails, ça permettrait d'avoir du transport de marchandises avec 1/5 de l'énergie pour 1 tonne kilomètre. Vous feriez le même transport avec 1/5 de l'énergie. Il va falloir avoir des transports, des changements de mode. Et ça, je vous en ai parlé. Le deuxième axe, là, vous voyez, mes souhaits sont très minimes, là, juste 1 et 2. Le 2, préparer le terrain pour pouvoir exporter et capitaliser sur nos atouts en énergie renouvelable qu'on a au Québec, qui sont extraordinaires. Réservoirs hydrauliques, potentiel éolien énorme, et surtout potentiel éolien dans des régions qui sont peu peuplées, donc à plus forte probabilité d'avoir une acceptabilité sociale pour des projets éoliens, évidemment pour des fins d'exportation essentiellement. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée, un très bon congrès de l'ACPER.